Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Maralebi. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus en ce dimanche 23 juillet 2022. Au programme ce soir, dans quelques instants, avec notre docteur, le docteur Mohamed Lamine Chibane. On reviendra bien évidemment sur les conditions météorologiques, les chaleurs intenses, les canicules auxquelles doivent faire face les Algériens. Les Algériennes, on lui posera une simple question: comment les Algériens font face notamment à cette situation? Y a-t-il tout simplement des moyens qui sont mis en place? Donc on a une pensée ce soir pour les personnes qui sont en difficulté, voilà, qui doivent faire face à cette situation de chaleur intense et parfois avec un manque de moyens. On en parle dans un instant. Et puis on reviendra sur cette allocution, celle du général Saïd Chengreha, qui s'est exprimé donc aujourd'hui à Wahran précisément. Il revient à différents niveaux. On se souvient de l'édito relayé par l'APS il y a quelques temps. On nous dit qu'en 3 ans, le pays a franchi des étapes importantes dans tous les domaines et avance à pas ferme vers le summum, vers l'émergence. Ici, Saïd Chengreha, chef d'état-major, qui s'ingère, qui fait de la politique, encore une fois. En tout cas, c'est une question qu'on se pose aussi ce soir et qui lui, clairement, d'ailleurs, c'est le titre de l'émission, qui parle, lui, de hauteur, de sommet. Voilà, on nous disait aussi il y a quelque temps, le pays s'est réellement métamorphosé. L'Algérie nouvelle du président algérien Abdelmadjid Tebboune n'a plus rien à voir avec l'ordre ancien, donc que l'Algérie a pu connaître. Donc ici, on a un chef d'état-major qui nous dit aussi clairement que l'Algérie avance à pas sûrs vers l'excellence, voire au sommet. C'est le titre de l'émission, dans les domaines donc géopolitiques, régional, international. L'Algérie donc puisse se placer comme un pays leader, fort, prospère et acteur de son environnement. On va décortiquer toutes ces annonces du chef d'état-major. Nous plaçons beaucoup d'espoir en cette jeunesse pour le présent et l'avenir du pays. Elle est importante, cette jeunesse. Un chef d'état-major aussi qui annonce d'unir toutes ses forces, cette entente nationale pour un avenir commun. Mais nous nous poserons cette question aujourd'hui, les partis politiques, les associations, les syndicats, les internautes, cette jeunesse qui tente d'avancer, de se réunir. Eh bien, parfois, elle est tout simplement elle manque tout simplement de moyens matériels, financiers, mais surtout de liberté. Et je crois que la base est ici. Donc on va revenir sur les allocutions du chef d'état-major. Sans plus tarder, nos invités sont avec nous. À commencer par l'Algérie. Quel plaisir de le recevoir. Le docteur Mohamed Lamine Chibane, militant politique de longue date. Bonsoir, cher docteur. Et je vous salue. Salam alaikum wa ala kull shurafa wal ahrar. Et toutes celles et ceux qui suivent le Mararibiya et qui aspirent à la liberté et à la dignité. Merci, cher docteur Alaykoum Salam, pour ces mots d'introduction à chaque fois. On sent bien votre sagesse et votre humanisme. Le plaisir aussi de l'accueillir. Il est avec nous, Morad Yefsah, consultant senior en système d'information, militant politique de longue date. Il connaît très très bien le pays aussi, et il est militant politique au sein du comité de citoyens algériens en France pour justement une assemblée constituante souveraine. Cher Mourad Yefsah, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir docteur Lamine Chibane, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent donc dans le monde entier. Merci pour l'invitation. Merci à tous les deux. Vous êtes, on voit que vous exprimez tout de même l'expérience. Vous avez encore l'avenir devant vous, mais lui, en tout cas, il exprime aussi beaucoup l'espoir et l'avenir. On va parler de cet espoir ce soir. Il est avec nous. Il est jeune. Azoua Chemlouk, bonsoir, cher Azoua Chemlouk. Vous êtes à Paris, militant politique. On vous a déjà reçu plusieurs fois. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir, Chaban. Bonsoir à nos téléspectateurs et puis bonsoir à vos invités Damorad et Dr Chibane, et sans oublier l'équipe technique. Et je vous remercie pour... C'est nous qui vous remercierons jamais assez, tous nos invités qui prennent déjà le temps mais qui s'engagent, parce qu'on sait très bien, on ne va pas se le cacher,
en Algérie, malheureusement, c'est un pays où les médias sont fermés. Voilà, on n'entend quasiment rien au sein des médias, en tout cas les préoccupations, ce qui fait débat, ce qui suscite polémique aussi. Et donc, c'est important que vous puissiez être présent au sein de notre chaîne, qui est aussi la vôtre. Et parfois, c'est vrai que c'est pas facile quand on est algérien de participer au débat. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je vais commencer avec vous. Il était important pour moi, pour nous ce soir tout de même de nous arrêter aujourd'hui en Algérie. Donc c'est des températures qui battent des records du nord au sud. On est à 45, 50, 52 degrés. Deux questions simples. D'abord, comment les Algériens et les Algériennes vivent cette situation? Des difficultés, je crois que les climatiseurs ont dépassé des prix. On n'est pas loin des 90 000, 100 000 dinars, pas loin de 600 euros. Voilà, donc un peu la situation. Et puis une question aussi simple. Est-ce que le pouvoir, donc le ministère de la Santé, le président de la République, est-ce que en cette période-là, est-ce qu'il y a des moyens mis en place? Est-ce qu'on se préoccupe des personnes âgées, des personnes qui sont malades? Est-ce qu'on essaye tout de même de mettre un accent d'un point de vue sanitaire, social, médical? Est-ce que le pouvoir est présent comme dans certains pays où tout de même on se préoccupe de cette situation, puisque malheureusement certains y perdent la vie, mais je crois que vous êtes mieux placé que moi pour en parler. Justement, nous n'avons jamais passé un été aussi intenable, aussi difficile et dur depuis l'indépendance que cette année-là. Ah oui. Croyez-moi, Monsieur Chaben, j'ai passé l'Aïd al-Adha à Chorfa, c'est du côté de Mchedala, wilaya de Bura, et il y a eu des coupures d'électricité au point où plusieurs citoyens ont eu leur climatiseur et leur réfrigérateur qui sont tombés en panne. Justement parce que c'est des coupures et puis donc ces coupures deviennent fréquentes et avec des différences d'intensité en énergie. Réellement, le peuple algérien, c'est la débrouille. Le peuple algérien, tant bien que mal, il supporte difficilement. Comme il a dit Victor Hugo, je le cite, nous existons mais nous ne vivons pas. Nous ne vivons pas, Monsieur Chaben. Et en plus des coupures d'électricité, il y a aussi les problèmes d'eau. Est-ce que vous savez qu'en 2022, l'année passée, selon le site Investment Migration Climate, alors là, l'Algérie, elle est classée parmi les 5 pays les plus touchés pour la manifestation de la soif. Nous avons soif, Monsieur Chaben. L'eau, nous ne l'avons pas tous les jours. Et puis, ce n'est pas qu'ici, à Ain Mlila ou à Chorfa, du côté de Bura ou à Alger. C'est partout, c'est partout. Et là, justement, la population, elle est vraiment démunie. Alors, il n'y a pas d'eau, c'est des coupures, l'électricité, c'est tout ce que nous pouvons dire, Monsieur Chaben. Et si je fais appel à l'analyste, aux militants politiques que vous êtes, vous connaissez très bien le pays, en tout cas le système, et puis on rappelle tout de même que vous êtes médecin depuis plusieurs longues années. On a tout de même, et quelque part c'est un peu en lien sur les choses dont on va évoquer ce soir, on a dernièrement un édito relayé par l'APS qui parle donc d'un chef d'État, d'un président qui met au cœur le citoyen, qui est au centre de ses priorités, je cite, la protection de son pouvoir d'achat, une bataille constante, la protection sanitaire et sociale. On nous dit que depuis 3 ans, les choses ont évolué. Effectivement, les médias internationaux, beaucoup de médias français, canadiens, anglais, beaucoup d'Europe, s'alertent sur le fait effectivement qu'en Algérie, certaines villes ont parfois une fois l'arrivée d'eau, donc une fois par semaine, parfois toutes les 3 semaines. Il y a un vrai business de citernes. Alors pour ceux qui ne maîtrisent pas spécialement, c'est que les Algériens sont amenés à positionner des citernes, notamment sur leurs terrasses en hauteur ou donc au sol, avec des moteurs. Donc s'approvisionne en eau. D'où vient cet échec? On est en 2023, coupure d'électricité, il n'y a pas d'eau. Et je réitère ma question. Donc le pouvoir est absent aujourd'hui, il n'y a pas de ministre de la Santé qui se préoccupe de cette situation? Vous savez, en 2 mots,
c'est le résultat d'une mauvaise gestion. Et au passage, je voudrais d'abord saluer Monsieur Yefsah et aussi Azwaou. Qu'est-ce que je pourrais vous dire réellement, Monsieur Chaben? Il y a une crise de légitimité. Nous avons l'impression que chacun travaille à sa manière. On sent vraiment pas du tout qu'il y ait vraiment un changement. Cette Algérie nouvelle, dont on le dit depuis 3 ans, on nous le rabâche, mais réellement sur le terrain, en plus des coupures d'électricité, des coupures d'eau, des pénuries de médicaments. Je viens de lire sur une page d'un groupe de médecins où l'urgentiste, le médecin urgentiste, il dit « Je n'ai pas de laryngoscope, je n'ai pas d'aspirateur, je n'ai pas d'adrénaline, je n'ai pas de défibrillateur. » Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, mon ami? Arbi qadr al-khair. Merci, docteur, pour ce bilan, mais je crois que les mots sont dits, sont assez forts. Morad Yefsah, peut-être une réaction tout de même, hein, dans nos émissions. On essaye effectivement à chaque fois de donner l'accent au quotidien, au peuple. C'est une situation incompréhensible, hein, tout de même pour un pays. On nous parle d'une nouvelle Algérie, totalement métamorphosée. D'ailleurs, c'est un mot employé aussi sur l'édito relayé par l'APS il y a quelques jours, métamorphosé par le chef d'État. Quand on entend un médecin qui nous dresse ici un bilan, mais d'une noirceur, d'une douleur, effectivement, on pense aux personnes âgées, aux familles qui sont chez elles, qui parfois n'ont pas d'eau. L'eau, c'est la vie. Morad Yefsah. Oui, je pense qu'il y a un vrai souci par rapport effectivement à cette situation. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est pas par rapport à l'Algérie nouvelle, mais ça date de plusieurs dizaines d'années. C'est parce que le système algérien n'a pas construit un socle d'un État sur la base des besoins de la population, et des besoins réels et concrets. Et c'est pour cette raison qu'on se retrouve là au mois de juillet avec des températures qui avoisinent les 50 degrés, alors que les plus hautes autorités du pays nous parlent d'une disponibilité de réserve de change, d'un ensemble de disponibilités financières très importantes, mais aucun dispositif n'a été mis en place effectivement au niveau des communes, au niveau des villages, au niveau des wilayas, pour faire en sorte qu'effectivement les personnes âgées, les personnes qui sont fragiles soient visitées, soient prises en charge. Qui dit vit en France. Moi, je regarde, par exemple ici, en France, moi là où j'habite, la mairie a envoyé un courrier pour recenser effectivement toutes les personnes âgées qui habitent, pour donner leurs adresses, leur numéro de téléphone, et afin de leur envoyer régulièrement des gens qui les visitent et qui leur amènent éventuellement de l'eau, ou qui font attention à ce qu'ils soient pas isolés. Mais en Algérie, effectivement, je connais bien aussi c'est bien parce que vous décrivez vraiment la réalité, moi qui connais bien aussi le fonctionnement ici des mairies, des départements, des régions, avec des directives qui émanent tout de même de là-haut, c'est-à-dire vraiment du gouvernement, du ministère de la Santé, du chef de l'État. Hélas, on n'en est pas là en Algérie, mais en Algérie, à la fois, on n'a pas un mot du président. Alors effectivement, on entend beaucoup l'APS un peu se vanter, ce dont on va parler encore ce soir, parce qu'on va revenir aussi sur la diplomatie avec tous ces voyages, mais on n'a pas un président qui s'alerte, qui fait une conférence de presse sur la situation, les canicules, la santé, les bébés, les personnes âgées. Est-ce que c'est pas un mépris total et limite un État qui se contrefiche de son peuple, puisque entre mettre les moyens, aboutir et serait-ce que dire quelques mots...
Je pense que c'est plus grave, c'est que il y a des erreurs qui ont été faites dans le passé et je pense qu'on n'est pas en train de tirer les leçons des erreurs du passé. L'Algérie est un pays qui est ensoleillé plus de 300 jours par an et donc pour tout ce qui est, monsieur Dr Chiban, il parlait donc des délestages au niveau de l'électrique, donc des coupures de courant, etc. Donc c'est un pays où chaque foyer pourrait être autosuffisant, produire lui-même son électricité en utilisant donc les technologies des panneaux solaires. Ça fait plus de 40 ans en Algérie qu'on nous parle effectivement de cette technologie et donc des centres de recherche qui travaillent dans ce domaine. À ce jour, rien n'a été mis en place pour justement aider les citoyens, les foyers, à s'équiper pour être autosuffisants en production d'électricité. La même chose pour ce qui est de l'eau. C'est vrai qu'il y a des barrages, il y a des stations de dessalement d'eau, etc. Mais est-ce qu'on a réfléchi justement à ce que au niveau des villages où il y a une consommation importante d'eau, donc aussi accompagner ces familles pour qu'ils puissent disposer aussi donc de réserves. Il y a une pluviométrie relativement importante, mais à part que la majorité donc de cette eau, elle part dans les oueds pour aller en mer. Je lis une page Facebook d'un hydrologue qui donne des données vraiment très intéressantes avec des chiffres, des mesures, etc. Et des fois, donc, il nous montre comment des millions de mètres cubes d'eau, donc de différentes rivières, sont déversés aux mers, alors que les populations en ont besoin. Donc, on n'a pas mis en place les moyens pour justement sauvegarder cette eau et la préserver pour cette période donc de canicule. Donc encore une fois, c'est une question donc d'erreur dans la gestion de l'eau dans notre pays, parce que il y a assez d'eau si on avait les moyens donc de la sauvegarder et de pouvoir ensuite la distribuer aux citoyens. Merci, et surtout qu'elle soit courante, puisque je vous exposais un peu la situation au niveau des citernes, donc avec un moteur pour qu'on puisse ouvrir un robinet et que ça arrive, mais cette eau-là, elle arrive vraiment, elle est mise à disposition, voilà, toutes les semaines pour ceux qui ont de la chance, parfois 10 jours, parfois deux semaines, et peu importe là où on est passé en Algérie, et ce, depuis plusieurs décennies, et je connais bien le dossier. Azwa Bouhachemrouk, pareil, peut-être un mot sur ce quotidien difficile. On vient d'évoquer plein d'éléments avec le docteur Mohamed Lamine Chiban, on parle d'échecs, on parle aussi d'un manque de gestion, et puis un manque peut-être aussi à un moment donné d'assumer, de prendre la parole en direct devant un plateau de télé en disant il fait chaud en Algérie. On va essayer de mettre des moyens, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les Algériens sont encore une fois livrés à eux-mêmes. C'est comme à son accoutumé, Chaben. C'est que si on se rappelle de la crise de la Covid de 2021, le peuple était livré à lui-même. Pire encore, c'est-à-dire qu'il y avait même les membres de la diaspora qui ont voulu à un moment envoyer des concentrateurs d'oxygène, et on a vu l'intervention des services consulaires pour essayer en quelque sorte c'est-à-dire d'organiser cette opération qui était spontanée, c'est-à-dire c'était des familles, c'était des membres de la diaspora qui ont voulu envoyer ces concentrateurs, et c'est-à-dire à titre personnel, généralement, ou à titre associatif, et malheureusement on a vu le pouvoir algérien s'immiscer de cette belle initiative entreprise par le peuple, enfin les membres de la diaspora. Donc comme a dit Hussein Ahmed, c'est que ce pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne fait rien pour c'est-à-dire soulager la population ou pour aller dans le sens de l'épanouissement de la population, mais pire encore, c'est-à-dire qu'il fait tout pour que ce peuple ne se prenne pas en main. Et pour répondre à votre question, par rapport à l'eau, c'est-à-dire qu'il y a, je pense, un aspect culturel et religieux, c'est-à-dire tout ce qui relève de la nature, on le laisse à Dieu dans notre culture. C'est-à-dire que tout ce qui est chaleur, tout ce qui est pluie, inondation,
on dit que c'est pratiquement, c'est-à-dire c'est quelque chose de naturel, donc c'est quelque chose de divin, c'est Dieu qui a voulu ça, donc le pouvoir il trouve son compte dans cette manière de penser les choses. Donc c'est pour ça que il se casse pas trop la tête Tebboune ou les membres du gouvernement ou les membres ou le pouvoir se casse pas trop la tête, parce que il y a cette idée qui nous traverse l'esprit, où c'est-à-dire tout ce qui est météo, ça relève de... Mais ça peut-être, Azouaf Chemlo, qu'il y a peut-être quelques décennies, voire des centaines d'années, mais aujourd'hui, les citoyens, citoyennes, Algériens, Algériennes, maintenant depuis plusieurs années, ont bien compris que tout ça, si c'était le mot que tentait de faire passer le pouvoir, c'est peine perdue, parce qu'on... Apparemment non, parce que moi je vois que le pouvoir ne fait rien, notamment si on prend l'exemple des feux de forêt qui reviennent chaque année. Le pouvoir ne prend pas, c'est-à-dire au sérieux ce véritable problème. Mais en plus, j'aimerais répondre, c'est-à-dire que par plusieurs manières à cette question, parce qu'il y a la question qui est nationale, c'est-à-dire que à l'échelle nationale, ou comme l'a évoqué Morad Ifsah tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est les politiques publiques, notamment nationales et locales, qui devrait y aller dans le sens où on devrait se sécuriser du manque d'eau, du changement climatique et tout. Et puis après, il y a l'aspect international ou géopolitique, c'est-à-dire ce qui relève du changement climatique global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on vit ce changement brutal en termes de climat, c'est-à-dire qu'il y a des puissances internationales, notamment la Chine et les États-Unis, qui contribuent massivement dans cette brutalité du changement du climat. Et malheureusement, les pays du Sud, notamment l'Algérie, ils sont tellement occupés à réprimer leur population, ils sont tellement occupés c'est-à-dire à semer de la terreur dans leur pays, qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper du changement climatique. Si j'ose dire, c'est le cadet de leur souci de s'occuper du changement climatique. Cela s'explique par comment? C'est parce qu'ils n'ont aucune force diplomatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'un pays tel que l'Algérie ou un pays du Sud puisse faire valoir c'est-à-dire que sa parole dans le concert des nations, il faut qu'il y ait une puissance diplomatique. Aujourd'hui, la puissance diplomatique se mesure à la stabilité démocratique, à la puissance militaire et à la puissance économique. Aujourd'hui, tous ces éléments font défaut dans pratiquement tous les pays du Sud, et notamment l'Algérie. Donc aujourd'hui... En tout cas, une diplomatie qui est très très présente par ces voyages. Vous faites la transition, on y revient dans un instant. On va dans un instant écouter quand même quelques mots du chef d'état-major Saïd Chengrihan qui revient un peu sur cette nouvelle Algérie, leader à plusieurs niveaux. Mais docteur Mohamed Lamine Chibane, je voulais vous faire réagir sur notamment plusieurs réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Abdelmajid Tebboune a annoncé donc 1,5 milliard d'investissements donc qui partirait bien sûr des fonds algériens vers la banque du BRICS. Pour vous, c'est une priorité ou c'est 1,5 milliard à l'heure actuelle, bien sûr? Est-ce que cet argent-là ne serait pas mieux au sein du quotidien des Algériens? On parlait de l'eau, de la santé, de l'éducation. Oui. Vous m'entendez, si Chaben? Très bien, docteur. Ah oui, beaucoup d'Algériens ne partagent pas la décision prise par M. Tebboune, offrir 1,5 milliard de dollars à la nouvelle banque de développement pour le BRICS, au moment où les Algériens souffrent du manque d'électricité, des coupures d'électricité, du manque d'eau, du manque de médicaments. Il faut la chaîne pour le lait. C'est des situations qui deviennent intenables. Donc, on aurait aimé que ces 1,5 milliard de dollars soient versés pour cette jeunesse qui fuit le pays, cette jeunesse qui meurt sur les côtes méditerranéennes. C'est ça, justement. Malheureusement, cette décision a été prise, et qu'il s'assume, que ce pouvoir s'assume. Voilà. Et puis,
ce que vous savez, Monsieur Chaben, que c'est pas encore pour demain le BRICS. C'est dans un mois, ils vont se réunir en Afrique du Sud, à Johannesburg. Exactement. Mais est-ce que vous savez qu'il y a 22 pays qui postulent pour adhérer au BRICS? 22 pays. Donc, est-ce qu'on est mieux classé que ces 22 pays? On est mieux classé que l'Indonésie, Malaisie? On est mieux classé que l'Égypte? Là, justement, je ne sais pas, on offre comme ça de l'argent, on a déjà offert de l'argent à la Tunisie, on a déjà donné de l'argent aux Palestiniens, et puis maintenant, sincèrement, un pays comme l'Algérie, qui devrait être normalement classé comme les Émirats arabes unis, comme le Qatar, dont le PIB par habitant, il est parmi les 10 pays au monde, le Qatar. La Libye est mieux que nous. La Libye est mieux classée que nous pour le PIB par habitant. Donc, c'est désolant pour un pays pétro-gazier et dans cette jeunesse, elle fuit ce pays. Voilà. Merci docteur. Je vais vous demander à tous les trois, il est bientôt 20h30, 20h28, trois aspects différents sur les allocutions. D'abord, je vais vous demander de réagir, essayer de réagir en 2-3 minutes afin qu'on puisse vraiment que vous puissiez réagir un peu sur tout. D'abord, je voudrais vous interpeller sur la forme. On a tout de même un chef d'état-major qui dans une allocution comme ça là, alors elle est au sein du site de l'APS, l'agence presse-service algérienne, .dz, donc tout le monde peut y avoir accès. On a un chef d'état-major, un corps militaire qui dit clairement qu'il ne fait pas de politique. En l'occurrence, là, maintenant, on voit tout de même l'ancien édito relayé où il s'exprimait, mais là, on a un chef d'état-major qui nous dit clairement redoubler d'efforts et faire preuve davantage de performance, afin de réaliser les nobles objectifs engagés par le président algérien, un projet prometteur, des contours qui commencent donc à se dessiner grâce aux réalisations accomplies dans tous les domaines par le chef de l'État. L'Algérie avance à pas sûr vers l'excellence, voire au sommet dans tous les domaines, la géopolitique, l'international. Un pays leader et fort. Mourad Ifsah, d'abord sur la forme, on entend ici donc limite un porte-parole d'un gouvernement, un porte-parole d'un président. Pourquoi est-ce qu'en Algérie, on a un chef d'état-major qui doit préparer peut-être, c'est une question que je vous pose, la campagne d'Abdelmadjid Tebboune pour 2024? Il y a plusieurs aspects. Premièrement, par rapport aux 1,5 milliard donc de dollars que l'Algérie voudrait donc placer dans la banque de développement des BRICS, c'est une volonté donc exprimée par l'État algérien d'être actionnaire de cette banque, dont l'objectif est un peu donc de remplacer la Banque mondiale. Alors, on sait que nous sommes dans une situation, effectivement, où les relations internationales sont en train d'être totalement modifiées. Et à l'issue de la guerre en Ukraine, et apparemment aussi, donc, quand on lit le communiqué de dernier sommet donc, de l'OTAN à Vilnius, dans lesquels, au point 23, il est bien indiqué effectivement que la Chine elle est bien mise dans l'œil du cyclone et que c'est la prochaine guerre qu'ils sont en train de préparer. C'est vraiment intéressant donc de lire ce point 23. Ça veut dire que effectivement, il faut que les pays se préparent. D'accord. Alors je reviens par rapport. Vous gardez la parole. Vous gardez la parole. Peut-être, je voudrais vraiment, parce que le temps avance vite et j'ai peur de ne pas pouvoir vous entendre un peu sur tout. Alors pour vous, c'est une priorité parce que c'est ça, les Algériens sont très généreux. L'Afrique du Sud, la Palestine, le BRICS, c'est pas le problème. C'est que vu l'état du pays, est-ce que pour vous c'est une priorité? Est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune fait un bon investissement aujourd'hui? Je ne dis pas que c'est un bon ou c'est un mauvais. Je dis que, en tant qu'Algérien, je pense que nous partageons une préoccupation, c'est celle donc de rester maître de notre destin. C'est ça qui a été arraché donc par la guerre de libération, une indépendance, et donc je pense que tous les Algériens partagent cette préoccupation et cette volonté donc de rester maître de notre destin. Et la situation actuelle dans le monde est en train de changer, qui effectivement risque de chambouler beaucoup de pays. Et donc, aucun État ne peut rester tout seul dans son coin. C'est pour ça que
cette question, donc, elle peut paraître secondaire, comme elle peut prendre donc de l'importance. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, donc par rapport au chef d'état-major, qui intervient donc dans cette situation en jouant le rôle peut-être de porte-parole et en essayant donc de donner des aspects positifs de la gestion du gouvernement. Premièrement, ça revient au fait que notre système politique est un système bureaucratico-militaire. C'est-à-dire que c'est pas un système politique civil dans lequel ce sont les civils qui décident. Ce sont donc des civils, donc de la bureaucratie, donc des différentes administrations et des militaires. Deuxième aspect, effectivement, c'est que la base sociale de ce régime, elle n'est pas du côté du peuple algérien. C'est-à-dire que le régime actuel ne s'appuie pas sur une légitimité acquise auprès de la souveraineté du peuple. Il s'appuie sur essentiellement les forces politiques et militaires qui le soutiennent. Et donc on est encore dans cet aspect-là. Et là, c'est un aspect très dangereux parce que encore je reviens, dans cette situation de changement, de chamboulement de l'ordre mondial, les pays qui ne s'appuient pas sur leur peuple, parce que c'est là la principale force, la principale sécurité, le principal socle sur lequel un pays peut effectivement s'assurer une stabilité et garantir donc de maintenir, de rester maître de son destin. Donc si l'Algérie ne table pas là-dessus, donc de s'appuyer sur son peuple et donc de revenir à une souveraineté du peuple algérien pour décider donc de son destin, quels que soient les milliards que nous avons, quels que soient les placements qu'on fera, que ce soit dans la banque de développement des BRICS, ou que ce soit la Banque mondiale ou le FMI ou les Palestiniens ou autres, c'est pas ça qui assurera la pérennité donc de l'Algérie telle qu'elle a été arrachée par 1 500 000 shuhada. Donc on revient. Je vous laisse finir je vous laisse terminer rapidement, s'il vous plaît. Je voudrais vraiment qu'on ait le temps vraiment ça passe très vite. Azwa Chemrouk, une réaction, s'il vous plaît. Voilà, j'ai lu quelques extraits tout à l'heure. D'ailleurs, on a Mourad Ifsar qui vient de nous évoquer un système bureaucratie militaire. On a un aspect dangereux, dit-il. Et puis, on a aussi ce système, notamment politico-militaire, employé par le chef de l'État français. Vous comprenez, à quelques mois de cette présidentielle, qu'on est ici limite une préparation de campagne par le chef des armées. Ah oui, bien évidemment, il est en train de de jouer entre guillemets son rôle de directeur de campagne de Tebboune, parce que moi je pense qu'il y a une alliance de clans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Chengueliha soutient Tebboune. Donc, je pense qu'il est dans son rôle, si je puis m'exprimer ainsi, de lui faire la campagne. Donc, je crois qu'il le faisait depuis des années, depuis, je pense que 2019, depuis que Chengueliha a pris les rênes de l'état-major. C'est-à-dire tous ces discours, toutes ces allocutions allaient dans ce sens parce qu'il y a une forme d'alliance entre lui et Tebboune, même si de temps à autre on voit comme ça des signes de désaccord entre les deux institutions, ou même entre les deux personnes. Mais Chengueliha, il veut que Tebboune soit réélu entre guillemets, soit désigné en 2024. Bon, après, c'est pas quelque chose d'inédit dans la politique algérienne. Ça a toujours été comme ça. C'est que certes, avec l'avènement de Bouteflika en 99, elle a quand même pu c'est-à-dire recouvrer certains pouvoirs à la présidence de la République, mais après 2019, notamment avec El Gaïd Salah, qui a repris tous les pouvoirs, notamment les pouvoirs sur les renseignements territoriaux, les renseignements, c'est-à-dire tout ce qui est contre-espionnage et espionnage. Donc il a repris les rênes. Si vous voulez, il y a ça a toujours été militarisé. Et puis, si on parle de la scène politique algérienne, elle a toujours été comme ça. C'est qu'il n'y a pas
moi, dans son allocution, j'ai pas trouvé quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose d'inédit par rapport à toutes les allocutions, notamment depuis 2019. C'est-à-dire que c'est un pouvoir militarisé. C'est vrai qu'il y a une façade civile, et ça, je pense que tous les Algériens le savent. C'est que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau ce qu'a dit Saïd Chengueliha. Bon, certainement. En plus, c'est de la propagande parce que je voyais des éléments où il insinuait à des ennemis intérieurs, des traîtres, et ça, c'est vraiment dangereux dans la cohésion nationale. Mais je le comprends parce qu'il est dans son rôle. Pour qu'il se maintienne, il y a un paradoxe, il faut bien qu'il trouve un ennemi à l'intérieur ou à l'extérieur. Merci, restez avec nous. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je voudrais vous avoir un peu votre analyse, vous interpeller un peu sur un autre espace dans le cadre de cette allocution qu'a annoncé le chef d'état-major. Il dit clairement que notre pays possède des ressources humaines, naturelles, économiques et intellectuelles qui lui permettent de concrétiser notamment son projet de développement et de hisser la nation parmi les pays émergents, et je continue à le citer bien évidemment. Nous plaçons beaucoup d'espoir en cette jeunesse pour le présent et l'avenir du pays. Vous avez la suite si vous le souhaitez, chers téléspectateurs. Une question, vous connaissez ces richesses, docteur Lamine Chibane, mais ces ressources humaines, naturelles parfois, économiques, intellectuelles, est-ce qu'en Algérie, elles sont réellement encadrées, protégées, préservées? Est-ce qu'elles ne manquent pas, comme je le disais tout à l'heure, peut-être de manque de moyens matériels, financiers, mais surtout de liberté? On nous parle de cette jeunesse, mais c'est une jeunesse aujourd'hui qui, malheureusement, tout de même, qui manque de liberté, une simple expression, et on est derrière les barreaux, les médias sont fermés. Est-ce que c'est pas paradoxal ici? Oui, absolument. Parce que vous savez, quand il y avait qui a été réalisé en Algérie par le CREAD, qui est le centre de recherche. Oui, je crois qu'on a un petit souci de connexion. Oui, allez-y. Oui. Oui, il y a plus de 2 millions de jeunes qui veulent quitter le pays. Oui. Ça, c'est selon une étude qui a été réalisée par le CREAD, qui est le centre pour la recherche et l'économie appliquée. Développement à Bouzaria. Donc, et puis quand on lit le livre publié le 13 janvier 2022, le déclassement Michel Lafon, Macron aurait dit du temps de Bouteflika, obtenir un visa pour venir en France, ce n'est pas une solution. Donc, votre jeunesse, vous êtes responsable du malheur de votre jeunesse. Voilà ce que pensent les autres pays sur l'Algérie. Et puis en plus, selon les données publiées par la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, rapport mondial 2022, je cite, les directs étrangers IDE vers l'Algérie ont diminué de 23% pour atteindre 870 millions en 2021. 870 millions de dollars. À titre de comparaison, quand vous allez le stock des IDE est passé de 10 milliards de dollars à 73 milliards de dollars en 2021. Vous voyez un petit peu la différence. On n'a pas 1 milliard de dollars pour les investisseurs étrangers, alors qu'au Maroc, ils sont à 73 milliards de dollars. Alors là, le stock a atteint plus de 130 milliards de dollars. Nous sommes très loin, mon ami. Nous sommes très loin, nous devrions faire et travailler davantage. Quand on voit que le Maroc, qui produit, qui est le plus grand, qui a la plus grande usine de voitures en Afrique, et que nous sommes à la traîne, et puis quand nous voyons cette jeunesse qui fuit le pays, et je salue au passage les services maritimes de la garde maritime et du sauvetage des îles Baléares, qui essaie de secourir nos jeunes. Tous les jours, nous avons des jeunes qui fuient ce pays. Et là, c'est vraiment désolant pour un pays, comme vous le dites, Chaaben, riche en ressources naturelles, mais malheureusement,
malheureusement, c'est la gestion qui nous fait défaut. Voilà. Et là, justement, nous payons ce que nous récoltons ce que nous avons semé. Mourad Ifsah, je reviens à vous notamment sur cette partie importante, celle qui amène un pays à devenir prospère, à se développer, c'est l'avenir, c'est donc la jeunesse. Vous avez entendu un peu cette allocution et vous l'avez lu aussi, mais c'est vrai qu'en Algérie, il y a peut-être un paradoxe, c'est que quand on veut peut-être se développer, il y a des freins, il y a des obstacles, il y a des manques de moyens, il y a cette liberté, et puis un peu plus loin, on nous dit aussi que cela n'est pas loin à atteindre, donc tous ces objectifs pour les enfants, notamment des héros de novembre. Bien sûr, on parle de l'indépendance, fidèles et loyaux, notamment les jeunes qui ont le cœur battant de la nation et sa réserve dans tous les sens. On a vu encore dernièrement toute une jeunesse, un certain nombre de manifestants, de militants qui parlent d'une indépendance confisquée. Voilà, je voudrais aussi avoir un peu votre analyse. Y a-t-il pas un décalage de vision, notamment pour le chef d'état-major? Est-ce qu'il ne vit pas dans un autre pays? Oui, premièrement, donc d'après les chiffres que le gouvernement donc a publiés, il y a 790 000 candidats au bac cette année. Ça veut dire que là maintenant, donc d'année en année, on passe donc, ça augmente. On est passé donc de 700 000, 790 000, etc. Et sur les 790 000, on a 50% qui ont le bac, 50% qui ne l'ont pas. Et y compris parmi ceux qui ont le bac, ils ne sont pas sûrs de trouver une place pédagogique à l'université, ils ne sont pas sûrs de trouver une chambre universitaire, donc des conditions pour étudier et donc se qualifier. N'en parlons pas donc les 50% qui n'ont pas le bac, la même chose, il n'y a pas assez de lycées professionnels, il n'y a pas assez de centres de formation professionnelle pour former donc des techniciens, des ingénieurs d'application, etc. Donc, y compris de ce point de vue-là, la même chose, ceux qui gèrent le pays, je pense, et ils ne partent pas donc des besoins réels, concrets donc du peuple algérien et de cette jeunesse. Et ils partent d'autres considérants. Et parce que s'ils partaient donc des intérêts donc du peuple et de la jeunesse, à ce moment-là, donc ils auraient fait de grands projets d'investissement dans la formation, une bonne formation, d'université, d'écoles d'ingénieurs, de techniciens, de formation professionnelle, de centres de formation dans différentes filières. L'Algérie, elle a besoin de techniciens dans tous les domaines. On le voit bien. On le voit bien, mais effectivement, il n'y a pas ces investissements. Mais investir, tout à l'heure, Dr Chibane, il citait le cas du Maroc. C'est vrai, donc investir, il faut des gens pour diriger ces projets, il faut des gens pour réfléchir à ces projets. Ça veut dire qu'il faut des gens qui ont compris la situation, qui ont compris le monde, comment il fonctionne, pour pouvoir effectivement impulser, initier de grands projets à plusieurs milliards de dollars, qui derrière, non seulement produisent de la richesse, mais aussi donc répondent aux besoins de la population. C'est-à-dire qu'on est dans un processus à différentes facettes. Et le problème, c'est que nos dirigeants aujourd'hui, à mon avis, ne comprennent pas bien ce qui se passe et donc ne prennent pas les bonnes décisions pour avancer, pour d'une part répondre aux besoins et d'autre part créer des richesses et bien entendu donner une place à cette jeunesse pour construire le pays, avancer et prospérer. Et je pense que et ça a été depuis très longtemps, c'est pas seulement maintenant. Aujourd'hui, c'est encore pire parce que, encore une fois, on ne tire pas les leçons des erreurs du passé. Des erreurs ont été faites, donc des milliers de jeunes, des dizaines de milliers de jeunes l'ont payé. Aujourd'hui, on refait les mêmes erreurs, et donc des dizaines de milliers, de centaines de milliers de jeunes vont le payer encore. Restez avec nous, je vais essayer de revenir vers vous, Mourad Ifsah. Azouab Chemrouk, une réaction aussi sur ce que je viens d'annoncer, enfin citer. Et puis effectivement, ces richesses, elles sont bloquées. Ces enfants des héros de novembre qui aujourd'hui demandent une nouvelle indépendance aussi. Donc on a un chef d'état-major qui effectivement, il y a des mots, mais dans les actes et les actions, c'est totalement autre chose.
Si on était réellement un pays prospère, un pays démocratique, un pays des libertés, on n'entendrait jamais ce genre de discours d'un chef d'état-major. Prenons l'exemple de la France. On n'entend pas un chef d'état-major de l'armée, des armées françaises prendre ce genre de discours. C'est-à-dire qu'on parle des choses qui relèvent de la sécurité, de l'armée, mais pas de la politique ou du progrès économique d'un pays. Ça dépasse largement ses prérogatives. Mais malheureusement, encore une fois, c'est-à-dire que Chinguiriha, il est dans la campagne pour Tebboune, donc puis dans son rôle dans un pouvoir dictatorial. Mais je pense que c'est pas un problème de jeunesse ou un problème notre pays, parce qu'on peut avoir des jeunes incompétents et on peut avoir excusez-moi du terme, des vieux compétents. Donc le problème, c'est le problème de la compétence dans notre pays. Et la compétence, elle va en corrélation avec la légitimité politique. C'est-à-dire que quand il y a de la légitimité politique, quand les dirigeants qui nous gouvernent aujourd'hui, ils sont l'émanation de la volonté du peuple algérien, là, ils vont devoir travailler pour ce peuple. Et pour qu'ils puissent travailler pour ce peuple, il faut bien qu'ils recrutent, et il faut bien qu'ils missionnent des ministres, des walis ou des chefs de daïra ou même des dirigeants des entreprises publiques compétents pour travailler la population, parce qu'ils savent très très bien que au bout d'un mandat, si ils n'ont pas travaillé pour la population, donc ils gagneront le désaveu de cette population. Mais malheureusement, dans notre cas, en l'absence de cette légitimité, en l'absence carrément de démocratie, ils doivent satisfaire qui? Ils doivent satisfaire ceux qui les ont désignés. Et en l'occurrence, l'état-major, les militaires qui ont désigné Tebboune. Donc là, s'ils doivent ils vont travailler pour les intérêts de ces personnes-là. Donc, juste, on parlait des intérêts, parce que le seul intérêt qui intéresse le pouvoir actuel, c'est les intérêts de leur propre personne. Donc, comment se maintenir au pouvoir? Comment essayer d'évincer des clans qui sont susceptibles de les renverser? Et c'est tout. Donc, le seul avenir qu'ils pensent, c'est l'avenir de leurs enfants. Et ils ne pensent pas à l'avenir du tout à l'avenir de l'Algérie. Donc des mots qui sont totalement paradoxaux avec ce qui se passe sur le terrain. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je vais terminer avec vous, mais vraiment une toute petite minute. Je voulais évoquer ce soir Giorgia Meloni, première ministre italienne extrême droite, qui réunit une conférence méditerranéenne sur les migrations. Le président algérien n'y est pas, c'est le Premier ministre. Qu'est-ce qu'un Premier ministre algérien peut dire quand un pouvoir algérien ne se préoccupe pas du tout, n'évoque pas une seconde dans l'année ces milliers d'Algériens qui traversent la Méditerranée, et ils sont des centaines à mourir, peu importe leur âge. Qu'est-ce qu'on peut dire à Rome aujourd'hui quand on est ministre algérien, alors que la situation est de plus en plus grave? Les Algériens fuient le pays en prenant des embarcations de fortune. On devrait se cacher le visage. Quand on voit nos jeunes qui fuient ce pays, et que la presse, justement, ne dit pas un mot, et que maintenant la première ministre italienne, elle va faire un congrès à Rome, et où la Mauritanie, l'Algérie, la Tunisie, la Libye sont invités, justement. Ça, c'est la question. Qu'allons-nous dire? Parce que quand on voit à la télé et on lit la presse, pas un mot sur ces haragas. Des milliers de jeunes qui sont partis et qui ont disparu pour un avenir meilleur. C'est malheureux pour un pays riche. Et si vous permettez, si j'ai un mot à dire, justement, c'est l'appel que je lance aux intellectuels qui doivent être au rendez-vous de l'histoire. Cette élite qui est vraiment... Elle doit être digne de la confiance du peuple. Et là, on espère un avenir meilleur pour notre jeunesse. Voilà. Voilà ce que je peux dire, mon ami Chaben. Merci, cher docteur. Donc, ça va être difficile, effectivement, pour l'Algérie de s'exprimer sur un dossier qu'elle ne maîtrise
Pas du tout, en tout cas, on l'entend jamais. Merci, cher Moulad Ifsar, d'avoir été avec nous, consultant senior en information militant politique. Et Azwa Chemouk, merci pour votre fidélité. Merci infiniment à l'équipe en régie de m'avoir accompagné. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Prenez soin de vous.